Ok. Donc, bonjour à tous. On va quand même démarrer la réunion malgré les petits soucis de connexion de certains pour ne pas prendre de retard. Donc, un grand merci d'être présent avec nous pour aujourd'hui. On a donc proposé à votre demande ce webinaire sur les outils de décision économique dans les exploitations familiales. Avant même que je présente les participants et le sujet, je souhaitais revenir sur le dernier webinaire qu'on a fait la semaine dernière, puisqu'on a eu un retour d'un des pays qui nous a proposé de clarifier un peu la différence entre visite d'échange et voyage d'échange. Donc, on confirme bien qu'on préfère utiliser le mot visite d'échange, puisqu'on n'est pas tellement en voyage, en tout cas, on essaye de ne pas faire du tourisme, mais d'être vraiment sur des visites professionnelles. Donc voilà, la réponse est qu'on utilise plutôt visite d'échange. Voilà pour la précision. Donc, pour aujourd'hui, on va parler des sujets d'outils économiques dans le conseil. On a la chance d'avoir 4 participants. Je vais vous laisser vous présenter un par un en donnant peut-être la parole à Jean-François en premier. Jean-François, on t'écoute. Alors, Jean-François Isambert, agriculteur et président de FERT, est très heureux de participer à ce webinaire. Merci. Ertine. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Hirtina, responsable de la région de Cap-Malakas à Madagascar. Merci. Michel. Eh bien, bonjour à tous aussi. Michel, donc conseiller technique pour FERT à mi-temps à Madagascar. Très bien. J'aurais dû commencer par Asma, mais comme elle a un problème de connexion, je lui ai laissé le temps de voir si ça pouvait se résoudre. Est-ce que Asma, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Ah, c'est mieux, beaucoup mieux. On te laisse te présenter. Bon, je suis Asma Amitnassi, conseillère technique FERT TOCD Maroc. Merci. Merci beaucoup. Comme aujourd'hui, on a la chance d'avoir notre président, on souhaitait lui laisser nous dire un petit mot d'accueil pour démarrer. Donc, Jean-François, à toi la parole. Merci Joseph. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, vous dire que je suis très content de pouvoir participer à ce webinaire et vous souhaiter, enfin, dans ces périodes de confinement ou des périodes un peu difficiles, où on a tendance à plus pouvoir aller sur le terrain, à pouvoir rencontrer les autres, et ben, vous dire que ce type de dialogue est aussi intéressant. J'entendais Joseph tout à l'heure parler de visite d'échange. Visite d'échange, donc c'est se tourner vers son entourage pour partager des solutions. Il y a différentes façons de le faire. On peut aller sur le terrain. On peut aussi se retrouver sur le terrain pour parler d'une culture, d'une pratique, mais on peut aussi se retrouver autour d'un ordinateur. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour partager un certain nombre de préoccupations. Et je crois que c'est ce qui nous fait progresser en tant qu'agriculteurs, c'est justement de pouvoir échanger entre agriculteurs, entre techniciens, les uns avec les autres, pouvoir réfléchir ensemble. Et ensemble, c'est comme ça qu'on peut progresser. Voilà, j'en dirai pas plus. Je crois que, Joseph, on peut poursuivre. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, on a un peu réfléchi à comment aborder cette question des outils économiques, puisque c'est un sujet qui est un peu vaste, et puis vous aviez une demande assez forte pour avoir des explications dessus. Donc, on a proposé de répartir ce webinaire en 3 thèmes. Le premier, on laissera la parole à Michel pour nous expliquer un peu ce qu'on a retenu des fondamentaux du conseil sur le conseil économique. Donc, il nous fera un petit topo technique pour bien expliquer ça, sachant que c'est à la fois le fruit de ses réflexions, mais des réflexions qu'on a pu partager entre nous lors de la situation. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, merci de couper vos micros, Chrysostome en particulier, s'il te plaît, merci beaucoup. Ensuite, on proposera d'illustrer un peu comment on travaille à partir de ces outils en donnant la parole à Madagascar, à Ertine et à Asma au Maroc, qui pourront nous expliquer de manière assez pratique comment ils font et qu'est-ce qu'ils en retirent comme expérience.
Et enfin, on terminera avec Jean-François qui pourra, de son point de vue d'agriculteur et également de président d'AgriAgence, nous dire comment lui, il voit un peu les besoins des producteurs et comment il voit la manière dont on peut accompagner ça. Voilà. Et puis, j'essaierai de faire une petite synthèse de nos échanges en dernière partie. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Michel pour nous expliquer un peu les fondamentaux sur le Conseil économique aux exploitations. Michel, je te laisse la parole. Oui, eh ben, rebonjour à tous. Donc, avant de laisser la parole aux gens de terrain, je vais essayer de faire quelques petits rappels, mais qui sont vraiment des rappels assez simples sur les outils d'aide à la décision économique, étant entendu que des outils d'aide à la décision économique, il y en a beaucoup, hein, et que nous avons voulu en privilégier trois qui nous semblent bien correspondre au public auquel nous avons affaire quand on travaille avec, pour faire, à savoir les exploitations agricoles familiales. Et donc, juste rappeler simplement que l'exploitation agricole familiale, c'est bien sûr une unité économique et marchande, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi une unité de vie, de consommation et une unité patrimoniale, ce qui fait que quand il y a des décisions à prendre, il ne suffit pas seulement de prendre les considérations économiques en compte, il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte. Et ce qu'on voulait dire aussi, ce que voulait rappeler aussi, c'est que l'unité économique n'est pas une simple somme des différents ateliers de production de l'exploitation, puisqu'il y a aussi une notion plus globale à prendre en compte. C'est assez simple à rappeler, mais je pense que c'est assez important. Bien, alors là encore, une fois, on a décidé très arbitrairement de choisir trois outils qui nous paraissent importants pour la décision économique. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais ceux qu'on a voulu privilégier, c'est d'une part la marge brute, on va voir tout à l'heure ce que c'est, la trésorerie, le temps de travail, et ce sont des éléments fondamentaux, donc des outils qu'il faut savoir maîtriser, et comme tous les outils, bien, ça demande de se former à leur usage, et donc c'est quand même quelque chose d'important. Avant de les utiliser, il faut vraiment essayer de passer par une formation initiale, et particulièrement peut-être pour les gens qui sont censés animer et accompagner l'usage de ces outils. On voit que ce sont des outils qui sont quand même assez anciens, puisque tout à l'heure, je crois qu'Erkin parlera du Monopoly, hein, qui fait référence à ces outils-là. Et on voit que là, sur la photo que nous a mis Joseph, on voit une sorte de Monopoly qui date, je crois, du temps des Égyptiens. Donc, tout ça n'est pas très neuf, en fait. Hein. Et donc, j'insiste bien que pour dire que ce sont trois outils de départ, que ce ne sont pas les seuls, et notamment si on doit faire appel au crédit, eh bien, ma foi, il est important peut-être d'aller plus loin dans l'usage d'autres outils. Alors, qu'est-ce que c'est que la marge brute qu'on a décidé de mettre en premier? Eh bien, c'est une différence. Hein, c'est une différence entre deux éléments. D'une part, le produit brut et d'autre part, les consommations intermédiaires. Et cette notion de différence, elle est importante parce qu'elle conduit à d'autres notions plus importantes. Alors, la première branche de cette différence, eh bien, c'est le produit brut. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme ça, dit simplement, c'est des quantités récoltées multipliées par un prix de vente unitaire. Ça peut paraître simple, mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque les quantités récoltées, ben, on les connaît, mais des fois, il faut aussi tenir compte de ce qui est perdu, etc. Et dans le prix de vente unitaire, eh bien, ma foi, le prix de vente unitaire, même pour une même récolte, il n'est pas toujours le même, puisqu'il y a des unités qui appartiennent à des catégories différentes, par exemple, donc qui sont susceptibles d'être vendues différemment. Et puis aussi une récolte, des fois, ça s'étale dans le temps. Et donc, de fait, eh bien, il y a des prix différents aussi. Donc, déjà là, on sent une petite complexité qu'il faut savoir maîtriser. Et l'autre branche de
de cette différence, eh bien, ce sont les consommations intermédiaires. Bon, alors, ça s'appelle de différentes manières, les charges opérationnelles. Il y en a même qui parlent de charges variables. Enfin, donc, c'est un vocabulaire qu'il faut un petit peu maîtriser. Pour l'essentiel, on retrouve là-dedans les semences et les plantes, les engrais et les amendements, les produits de protection des cultures, les aliments pour animaux et les dépenses vétérinaires. Et on voit que ce sont des charges directes qui sont en lien direct avec la production et donc qui en général sont assez facilement identifiables. Cette marge brute, elle est le plus souvent calculée par atelier de production ou de culture, hein, et pour des facilités de comparaison, ramenée à l'hectare ou à l'unité de bétail. Alors, on voit bien que dès qu'on parle de marge brute, eh bien, quand on va être amené à réfléchir par la suite à ce qu'elle contient, ce qui la compose, on va être obligé de faire appel à des notions techniques et économiques, et c'est ce brassage du technique et de l'économique qui fait toute la richesse de la marge brute. Voilà. Alors, il y a une question qui est toujours un petit peu épineuse, c'est de savoir s'il faut prendre la main-d'œuvre dans le calcul de la marge brute. Des fois, ça fait l'objet de fortes discussions. Alors, donc, la théorie veut que la main-d'œuvre salariée, et donc, de fait, bien sûr, la main-d'œuvre familiale, n'est pas incluse dans les consommations intermédiaires. Mais souvent, il est vraiment très utile de connaître la charge que représente cette main-d'œuvre, notamment salariée, car dans beaucoup d'endroits, vous savez comme moi que les exploitations familiales font appel à de la main-d'œuvre salariée pour certains travaux, sinon pour tous, hein, ça dépend des exploitations, et que même la main-d'œuvre familiale, et j'en ai de multiples exemples dans la tête concernant Madagascar, peut être un facteur limitant. C'est la raison pour laquelle on a mis dans l'ordre des outils importants, on a mis la connaissance des outils du temps de travail. Mais donc, ça, c'est un peu main-d'œuvre ou pas main-d'œuvre dans la marge brute, c'est un peu une discussion théologique. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus important de se mettre d'accord sur les conventions de calcul de départ et de les expliquer et peut-être de les réexpliquer et puis de les inscrire une fois pour toutes. Et surtout, je pense à l'intérieur de certains groupes de discussion, d'adopter les mêmes conventions pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais donc, faisons en sorte que ce ne soit pas un sujet de discussion trop fort. On peut passer? Voilà. Alors, les avantages de la marge brute et les inconvénients, ou plutôt les limites, hein, bon, on a privilégié la marge brute et on l'a mise vraiment en premier parce que c'est relativement facile déjà à mettre en œuvre, hein, puisque bon, les enregistrements des consommations intermédiaires ne posent pas de problèmes énormes. Les calculs, ma foi, ce sont des additions et des soustractions, donc quand même, c'est pas très, bon, il y a des multiplications quand même, mais c'est pas très compliqué. Et leur interprétation, certains diront leur analyse, hein, sont assez aussi, sont très riches et sont pas très difficiles à mettre en œuvre. Bien. Alors, on l'a dit tout à l'heure, dans les avantages, mais bien sûr, ça permet tout de suite d'avoir des réflexions au-delà de l'économique sur les questions techniques et sur d'autres questions, d'ailleurs pas uniquement techniques, hein, puisque l'organisation de la manœuvre peut en faire partie, etc. Ça permet assez rapidement, notamment quand on regarde du côté des charges, d'analyser les postes de travail, les postes de charge sur lesquels il faut intervenir en priorité, peut-être. Et un des avantages auxquels on ne pense pas toujours, eh bien, c'est par les marges brutes, d'approcher les notions de valeur ajoutée et de produit intérieur brut, qui dans d'autres sphères sont quand même très intéressantes à discuter. Et en fait, toutes ces marges brutes, elles sont très intéressantes parce qu'elles amènent à des comparaisons, à des analyses, à des discussions qui sont extrêmement fortes et extrêmement riches, sous réserve qu'on pense bien qu'elles n'ont pas de valeur en soi, le plus souvent, en valeur absolue. Elles ont surtout une valeur en relation les unes par rapport aux autres,
dans le temps, entre les cultures, entre exploitations. Et c'est vraiment ces comparaisons-là qui en font la richesse. Bien, mais alors, bon, il faut quand même faire un petit peu attention. Là, je reviens parce que c'est un peu des discussions qu'on a toujours. Hein. Certains parlent beaucoup de coûts de production en agriculture. Bon, j'avoue on est en général assez réservé sur ces notions de coûts de production en agriculture parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à calculer que les simples charges directes. Hein. Et donc, du coup, ça pose un problème quant à leur construction et leur interprétation. Les marges brutes, si on compare simplement des ateliers les uns aux autres, ça peut conduire très rapidement à faire des conclusions un peu hâtives. Hein. On a vu dans certains coins des gens dire ah, eh ben, j'abandonne la tomate pour la pomme de terre ou inversement parce que ça paraît plus intéressant. Il faut quand même aller beaucoup plus loin dans la réflexion parce qu'on risque d'avoir des déboires si on en reste là. Et la marge brute, si elle a tout son intérêt, elle demande à être complétée par deux autres outils qui nous paraissent fondamentaux et dont on va parler maintenant. Hein, c'est d'une part la trésorerie et donc qui se traduisent par des calculs autour de tableaux et de planning de trésorerie. Mais la marge brute en tant que telle n'est pas suffisante pour avoir un regard un peu plus complet sur l'exploitation. Alors, d'abord, il faut revenir un petit peu sur ce qu'est la trésorerie. Hein. La trésorerie, c'est simplement la somme des sommes disponibles sur une exploitation, la somme du cash, quoi, hein, des liquidités. En ce moment, on parle beaucoup de liquidités dans le monde qui m'entoure. Alors, la particularité pour les exploitations agricoles familiales, c'est que cette trésorerie, quand on la mesure ou quand on essaye de l'apprécier, eh bien, elle ne sert pas uniquement à couvrir les besoins de l'exploitation, mais elle sert à couvrir aussi les dépenses du quotidien de la famille. Et donc, ça nécessite en permanence des arbitrages entre les besoins privés et les besoins de l'exploitation. Et c'est peut-être une des plus grosses difficultés. Est-ce qu'il faut payer les écolages ou payer quelqu'un pour désherber? C'est un peu la difficulté. Et donc, c'est pour ça que cette notion de trésorerie, elle est vraiment fondamentale et qu'il faut qu'elle s'ajoute à la notion de marge brute. Et puis, on peut signaler aussi que s'occuper de la trésorerie, c'est aussi prévoir. Hein. Et quand on dit prévoir, on sait que c'est assez compliqué, que se projeter, même dans un avenir assez proche, hein, c'est toujours compliqué pour un certain nombre de personnes et qu'en plus, les outils alors qui mènent à cette analyse de la trésorerie, que ce soit les tableaux et les calendriers, bien, ils ne sont pas si faciles à construire que ça, notamment les tableaux, parce que il y a tout un travail de report, d'arithmétique simple, mais qu'il faut mener avec rigueur, et c'est pas toujours évident. Mais enfin, la trésorerie, c'est l'indispensable, c'est compagnon de la marge brute. Et pour dire après le troisième élément, eh bien, ce qui nous paraît essentiel aussi, c'est les temps de travaux. Maîtriser un petit peu les temps de travaux parce que on s'aperçoit à l'usage que si on ne maîtrise pas ce dernier élément, il se trouve que souvent on peut essayer de prévoir des choses qui ne se réaliseront pas par manque de malheur ou par manque de trésorerie. Donc voilà ce que je voulais dire très rapidement. J'espère que j'ai pas omis trop de choses et donc éventuellement on est à votre disposition pour répondre aux questions. Voilà. Ok, un grand merci Michel pour cette présentation de ce qu'on a pensé être les fondamentaux à connaître sur le Conseil économique aux exploitations. Comme d'habitude, on va laisser quelques minutes pour des questions, des remarques et auxquelles Michel tentera de répondre. Donc, on vous encourage à prendre la parole dans les différents pays. Et si vous êtes avec des élus comme les dernières fois, n'hésitez pas, s'ils ont des remarques, des propositions, à nous les faire remonter. Pas de remarques. Alors, vous pouvez les faire par écrit ou en levant la main comme d'habitude.
Ok, bon, visiblement, la présentation est très claire. Pas de remarques sur la main-d'œuvre? Ah, une main levée pour Ida à Madagascar. On t'écoute, Ida. Oui, bonjour tout le monde. Je voudrais juste demander s'il est possible de séparer la trésorerie de l'exploitation et la trésorerie de la famille. Par exemple, moi, j'ai vu quand j'étais en mission dans le Safala où les gens produisent de la vanille, après la vente de la vanille, eux, ils mettent déjà tout de suite de côté l'argent prévu pour tout ce qui est charges familiales, l'écolage, la nourriture et tout ça, parce qu'il n'y aura pas de rentrée d'argent que l'année prochaine. Et donc, dans notre figure actuellement, est-il possible de faire ça? Alors, si je peux me permettre de répondre, bah, c'est un des objectifs justement de ce travail sur la théorie, la trésorerie, hein, c'est bien d'arriver à faire la distinction entre les besoins privés et les besoins de l'exploitation et donc du coup, bah, en les prévoyant, de mettre, disons, de faire une caisse un peu à part. C'est vraiment ce à quoi on essaye d'arriver. Hein, c'est une des choses sur lesquelles on essaye de travailler, mais c'est pas tellement facile parce qu'on sait bien que y a beaucoup de gens qui n'ont qu'une caisse commune, mais ça fait partie des choses qu'il faudrait arriver à faire, oui, tout à fait. Ok, merci Ida pour la question. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Ça peut être aussi Jean-François, Hertine ou Asma. Hein. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. J'ai une petite question, Joseph. Oui, Sylvia, on t'écoute. Sylvia, donc de Madagascar. Bonjour à tous. J'ai une petite question pour Michel. Par rapport à la main-d'œuvre, j'ai un peu peur pour la comparaison si on n'inclut pas la main-d'œuvre parce que y a des cultures où il n'y a pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre, mais il y a de cultures qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Et si on va comparer, c'est un peu difficile parce que c'est possible que la marge est identique alors que la main-d'œuvre, c'est différente. Je ne sais pas si ma question est claire ou pas. Si, ta question est très claire, Sylvia, bonjour. Eh bien, écoute, la réponse, je crois qu'on a essayé de la donner. Hein. Effectivement, moi, surtout par exemple en maraîchage, mais dans d'autres domaines aussi, la main-d'œuvre est tellement importante que d'une manière ou d'une autre, il faut essayer de l'inclure. Alors, on pourra dire que c'est une marge semi-brute ou semi-nette, comme on voudra, hein, mais je pense que dans beaucoup de cas, il faut que le groupe se mette d'accord, mais inclure la main-d'œuvre est une bonne chose parce que c'est une condition essentielle pour le choix économique hein, et pour le choix de l'exploitation. Donc effectivement, tu as raison, à mon avis, mais comme la théorie veut que ça n'en fasse pas partie, la main-d'œuvre ne fasse pas partie de cette fameuse marge brute, ben, il faut le signaler et puis peut-être dire que c'est une marge semi-brute ou semi-nette et que le groupe se mette bien d'accord. À mon avis, hein, voilà. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un élément tellement important qu'il faut le prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci. Bon, dans les modes de calcul des marges brutes, on a toujours possibilité de recalculer derrière aussi, de rajouter la main-d'œuvre après les calculs. Oui, il y avait une réaction? Ok, donc je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour l'intervention, Michel. On propose du coup d'aller voir du côté de Madagascar un exemple assez concret de comment on peut utiliser ces outils de gestion économique, en particulier ceux de marge brute et de gestion de la trésorerie. Et donc, on en propose à Hertine de nous faire une petite présentation de leur expérience à Madagascar. Hertine, je te laisse la parole. Merci Joseph et bonjour tout le monde. Je vais vous faire un peu un petit contexte historique sur le calcul du marge brut à Madagascar.
Et c'est depuis 2008 FERT a formé les techniciens et moi-même qui participe à cette formation en 2008. Et c'est Michel et Madame Sylvia qui est notre formateur. Et aussi en 2008 même, on a commencé aussi à faire des formations pour les producteurs sur l'utilisation de cet outil, sur le calcul de masse brute, et où on l'appelle ici l'enregistrement technico-économique. Et puis, en fait, via CFL a amélioré cet outil-là afin que nous puissions améliorer aussi l'accompagnement des producteurs sur ces calculs de masse brute. Et souvent, CFL a organisé aussi des ateliers nationaux ou des groupes de travail sur l'utilisation de cet outil. Et ensuite, chaque région et chaque entité du groupe FIFATA, c'est les collèges ou la fédération membre de FIFATA, Cap Malakas, ont adopté et adapté cet outil en fonction de l'amélioration que CFL a fait. Et en 2016, on a créé une base de données de cet enregistrement technico-économique, c'est-à-dire en version électronique, afin que nous puissions avoir des références au niveau du groupe FIFATA et aussi au niveau de chaque région. Suivant Joseph, si possible. Et comme vous le voyez là, ça c'est les remontes ou le flux des données chez nous à Madagascar. Premièrement, c'est l'enregistrement. C'est juste pour vous montrer l'enregistrement au niveau des producteurs. C'est juste un peu comme des enregistrements des journaux avec des dates, tout ce qui se passe dans l'exploitation, toutes les informations concernant l'entrée et la sortie d'argent surtout. Mais comme Sylvia et Michel a dit, ici à Madagascar, on enregistre quand même les main-d'œuvre et même les main-d'œuvre familiales. Et après, c'est la synthèse. Synthèse, c'est en bas à gauche, c'est la synthèse des conseils agricoles. Et enfin, on enregistre dans les bases de données pour avoir ces références au niveau du groupe. Et à propos de l'animation sur le calcul de masse brute et la restitution, d'abord, les conseillers agricoles ont formé les producteurs sur l'utilisation de l'outil. Et ici, on résume sur les fameux 5 mieux. L'objectif de l'utilisation de cet outil, c'est surtout le mieux produire, mieux gérer, mieux vendre, mieux organiser. Enfin, c'est mieux consommer pour la sécurité alimentaire. Ensuite, les conseillers accompagnent les producteurs sur la réalisation de l'enregistrement technico-économique, c'est-à-dire sur les tenues des journaux, comme on a expliqué tout à l'heure. Mais après, certains producteurs ont évolué et progressé et ils sont devenus paysans relais. Et ces paysans relais-là peuvent accompagner les producteurs sur l'enregistrement avec les conseils agricoles. Et après l'enregistrement, les conseils agricoles et les paysans relais accompagnent les producteurs sur le calcul de marge brute et ont tenu en compte tout ce que Michel a expliqué tout à l'heure. Et on tenu quand même aussi les fameux 5 mieux. Et ensuite, on a organisé des restitutions en 2 niveaux. Premièrement, on fait la restitution au niveau du producteur et on fait des analyses des charges, on fait des analyses des productions, des produits et on fait l'analyse de masse brute même. Et deuxième restitution, c'est au niveau du groupe des producteurs. Ici, chez nous, Madagascar, on l'appelle l'interproducteur ou au niveau des unions filières.
on fait ces restitutions au niveau des villages ou au niveau de la commune. Et pendant ces restitutions-là, 3 ou 4 producteurs qui font le calcul des masses brutes ont exposé et partagé ces réalisations dans un atelier ou réunion de groupe de producteurs. Et les objectifs étaient d'abord d'expliquer aux producteurs l'utilité de cet outil, de l'outil de calcul de masse brute, et aussi d'inciter les autres producteurs, les groupes de producteurs, d'adopter l'outil. Mais quand même, souvent, c'est avec l'analyse de ces masses brutes ou l'enregistrement technico-économique que comment dire ça, les groupes de travail ou les structures filières au niveau du village, au niveau de commune, prendre des décisions sur l'amélioration des services. Et par exemple, on constate que pendant ces analyses-là, il y a des problèmes sur l'accès aux intrants agricoles et d'où l'apparition donc des services sur l'achat en groupe des intrants où ici on fait comment dire ça, les unions filières fait des services sur des crédits ou des épargnes intrants. Et si on revenant sur la restitution du calcul des masses brutes, les 3-4 producteurs ont exposé au groupe de producteurs les réalisations, mais c'est les conseils agricoles ou les paysans relais qui font l'animation de l'atelier. Et on fait la comparaison des masses brutes de ces 3 ou 4 producteurs et on tient en compte tous ces charges, main-d'œuvre, achat d'intrants, tout ça. Et c'est pendant ces comparaisons qu'on peut, que les groupes de producteurs peuvent tirer des leçons. Et aussi, comme je dis tout à l'heure, que c'est pendant la restitution que les structures filières réfléchir sur le développement de leurs services pour les membres. Mais pour les conseils agricoles, la restitution permet aussi de proposer aux producteurs des pistes d'amélioration pour la prochaine campagne. Et aussi, à cet atelier de restitution, on fait ça au moins une fois par an, au moins une fois par campagne, c'est-à-dire 2 fois par an au niveau de la commune. Après aussi, les conseillers ont toujours gardé l'objectif de 5 mieux là. Par exemple, l'utilisation sur la proposition pour la prochaine campagne. Par exemple, sur l'utilisation des semences améliorées pour le mieux produire. Par exemple, faire des ventes au bon moment en utilisant des autres outils. On appelle ici à Madagascar CIEL, système de formation sur la vente de fruits et légumes. Ça, on utilise ça pour mieux vendre. Et aussi, on propose des ruptures au maximum les dépenses, si le mieux serait, et caler ou avancer un peu le calendrier culturel pour le mieux organiser. Pour terminer ces calculs de masse brute-là, après la prise de décision du producteur, les conseillers ont accompagné ces producteurs-là sur l'élaboration du plan d'action pour la prochaine campagne. Et ensuite, ce premier outil-là, sur le calcul de masse brute, ici à Madagascar, c'est destiné spécialement pour le calcul de masse brute d'une filière dans une exploitation, parce qu'ici, à Madagascar, une exploitation, on peut avoir beaucoup de filières. Par contre, comme tout à l'heure, Michel a expliqué, le deuxième outil là, sur l'outil de la décision, sur le calcul de trésorerie, c'est destiné spécialement pour une exploitation agricole tout entière, c'est-à-dire
combler toutes les filières dans l'exploitation. Mais chez nous, ici à Madagascar, pardon, Joseph, sur la prochaine slide. Joseph? Oui. Ici à Madagascar, pour faciliter l'animation de ces calculs de max brut, le groupe FIFATA a conçu le jeu Monopoly là, en 2014. Et ces jeux consistent à calculer la trésorerie au niveau d'une famille agricole. Et on a fait quand même des simulations du jeu au niveau des groupes de producteurs, au niveau des OPB, au niveau des interproducteurs, au niveau des unions, pour promouvoir l'outil. Mais quand même, ce deuxième outil, c'est destiné spécialement pour l'accompagnement individuel. Mais la simulation au niveau des groupes de producteurs, c'est juste pour animer au niveau des groupes comment ça marche, cet outil-là, c'est la monopoly agricole. Et avant de réaliser le jeu proprement dit, le conseiller a collecté toutes les informations et les données concernant l'exploitation et l'exploitant, comme le nombre de personnes dans la famille, les besoins familiaux, les informations, toutes les informations sur l'exploitation, comme toutes les spéculations, les surfaces, les septelles, et évidemment l'entrée, les sorties d'argent de chaque mois. Ensuite, on fait la réalisation du jeu en utilisant les supports réels et visuels, comme des argents en papier spécimen. C'est un peu comme des vrais argent, mais c'est en papier. On utilise des chèques, des petits sacs de riz, par exemple, des petits bonhommes, tout ça. Donc, c'est un peu comme des jeux de rôle pour voir, si on peut dire ça en temps réel, l'encaissement et le décaissement d'argent dans la famille. Et après, on fait le calcul de trésorerie de chaque mois et c'est pour ça qu'on peut savoir s'il y a des problèmes de trésorerie, des problèmes de trésorerie. Et en fonction de ça, ces périodes de difficulté que les conseillers ont apportent les conseils. Et comme vous le voyez là sur l'écran, on les présente, on présente en partie rouge là les mois qui ont des problèmes sur les trésoreries. Donc, on considère toutes les informations. Par exemple, ici, c'est le début de contre-saison, la période de récolte, le début de l'année scolaire, tout ça. Et c'est en fonction de ça que les conseillers apportent tous les conseils. Et on fait le premier tour du jeu. Et par exemple, ici, c'est partie rouge, c'est les 4 mois rouges, ça, c'est les périodes de soudure. Et après le premier tour de jeu, les conseillers font des conseillers, par exemple, ici, le conseiller propose des stockage de riz, et propose aussi d'augmenter la surface des cultures en contre-saison, de faire la vaccination pour l'élevage de poulets casse, de faire des crédits GCV au niveau des IMF, ou faire des EVEC, groupe de villageois d'épargne et de crédit, pour prévoir ces problèmes pendant les 4 mois de période de soudure. Et surtout ici, chez nous, on propose les producteurs d'adhérer à des structures filières là pour avoir des services, surtout le service vaccination, et aussi, comme je dis tout à l'heure, sur les services des crédits intrants ou épargne intrants pour avoir l'accès à des services d'intrants. Et après ces conseils-là, on fait le deuxième tour du jeu
Et comme vous le voyez sur l'image là à droite, ça peut être réduit ou même annuler les périodes de soudure. Et ça, c'est juste comme des simulations. Mais après la simulation de tout là, on laisse du temps pour les producteurs de prendre des décisions. Et ensuite, les conseillers accompagnent le producteur sur l'élaboration, comme l'autre outil là. Les conseillers accompagnent les producteurs sur l'élaboration du plan de travail, plan d'action plutôt, et pour l'exploitation tout entier, mais pas comme les autres outils, c'est juste pour une filière seulement. Et après ça, c'est l'accompagnement sur la réalisation, les réalisations de tous les conseils ou la décision du producteur. Pour terminer mon intervention, on explique toujours au producteur le pourquoi de notre intervention là. Ici, c'est l'utilisation des outils de la décision. Donc, on explique que la finalité de cette intervention ou l'utilisation de tous les outils et tout ça, c'est pour atteindre la vision du FIFATA. C'est l'exploitation agricole familiale professionnelle compétitive qui s'agrandit. Toujours à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques ou des propositions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Ertine. Peut-être avant de demander les questions, il y a deux questions qui ont été posées par écrit qui, a priori, s'adressent plutôt à Michel. La première, c'est est-ce que la marge brute est une forme de résultat? Et la seconde, c'est je demande s'il faut inclure dans le calcul de la marge brute la main-d'œuvre familiale, car il peut arriver que le paysan soit malade et que tu es obligé d'utiliser de la main-d'œuvre occasionnelle. Si Michel, tu veux répondre. Oui, alors sur le premier point, est-ce que c'est une forme de résultat? Oui, c'est une forme de résultat, mais partielle. Le problème, c'est que quand on parle d'un résultat d'entreprise, on parle de quelque chose qui est plus complet parce que aux charges intermédiaires, aux charges opérationnelles, en général, on ajoute les charges de structure. Et celles-là sont assez difficiles à apprécier atelier par atelier. Et donc, on ne peut parler de résultat vraiment que si on a inclus les charges de structure. Et donc, la marge brute, c'est une forme de résultat partiel qui indique un certain nombre de choses, mais qui n'indique pas, qui ne donne pas de renseignements sur le bénéfice ou la perte de l'ensemble de l'exploitation. Donc, la marge brute, c'est quelque chose de partiel, mais d'intéressant. Et sur le deuxième point, est-ce qu'on inclut la main-d'œuvre ou pas? C'est là où, familial, c'est là où on voit que nous, à Madagascar, dans beaucoup de cas, on l'a intégré parce que ça compte. Hein, la main-d'œuvre familiale, même si on la paye pas avec de l'argent sonnant et trébuchant qui sort du porte-monnaie du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut apprécier parce que c'est souvent un facteur déterminant pour faire des choix. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre d'accord sur le groupe. À Madagascar, dans bien des cas, on a décidé d'en tenir compte parce que, encore une fois, il y a des cultures qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre et qu'elles soient familiales ou salariées, ben, si elles manquent, c'est un énorme facteur limitant et ça peut conduire à des choix, si on prend en compte, ça peut conduire à des choix aberrants, quoi. Ok, alors, merci Michel pour les réponses. On va prendre une question de Ange à Madagascar. Merci de faire assez court par contre pour les questions et les réponses. Merci. Ange, on t'écoute. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Juste une petite question et remarque. Je reviens un peu sur ce que Ertine avait évoqué tout à l'heure et qui est vraiment écrit dans son slide que le marge brut, la limite, c'est surtout sur une seule filière. Donc, cela m'intrigue un peu parce qu'en ce moment, et même dans notre démarche agroécologique et tout ça, et même aussi à Madagascar, il y a tellement de producteurs qui font des cultures associées.
des légumineuses associées avec des graminées, et même en maraîchère aussi, on fait des cultures associées en maraîchère. Donc, pour ces associations et tout ça, quels sont les outils donc, pour mesurer la performance économique si c'est que le marché brut n'est pas adapté pour qu'une seule filière? Merci beaucoup. Alors, Ertine, si tu veux répondre, est-ce qu'on peut calculer une marge brute sur une culture associée, par exemple? Oui, comme nous ici, dans notre région, on a déjà adopté ça dans une commune, surtout sur le thème agroécologie, mais c'est un peu difficile parce que c'est peut-être à cause de notre habitude ici à Madagascar et aussi peut-être aussi à cause du le niveau d'études des paysans ici à Madagascar. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile. Et c'est pour ça qu'il y a l'autre outil là, le monopole agricole, c'est pour avoir toutes les spéculations, toutes les filières dans l'exploitation agricole. Mais je pense qu'actuellement, on peut le faire, on peut les promouvoir, ces deuxième outil-là, parce que on est à l'époque de l'évolution sur l'utilisation du NTIC là, et c'est un peu facile de faire le calcul de la trésorerie ou même les marges brutes de toute l'exploitation, c'est-à-dire tous les marges brutes des filières, parce qu'on a actuellement utilisé ce fameux tablette là, et c'est un peu facile de calculer les marges brutes de toutes les filières. Ok, merci Ertine pour la réponse. Donc oui, l'utilisation des tablettes numériques et smartphones ont quand même facilité le travail dans les pays pour calculer plus rapidement avec les producteurs et notamment sur plusieurs productions en même temps. Un grand merci Ertine pour cette présentation Madagascar. On va passer la parole à Asma, qui est conseillère technique pour FERT au Maroc et qui va nous présenter de la même façon comment elle travaille ces questions de conseil économique auprès des producteurs de pommes. Donc Asma, on te laisse la parole. Merci. Okay. Merci Joseph. Au Maroc, depuis 2014, FERT accompagne les organisations de producteurs de pommes dans la zone de montagne de Riche et les accompagne notamment dans le développement de leurs activités agricoles et principalement dans la production de pommes parce qu'ils présentent la principale source de ces agriculteurs. Et à partir de 2018, nos producteurs, ils ont commencé à enregistrer les données technico-économiques de leurs parcelles. Et aussi, on a commencé suite à cela une animation durant des ateliers bilan de campagne pour permettre à ces agriculteurs d'échanger entre eux autour de l'analyse de ces résultats, les marges brutes, de débattre autour des comparaisons. Et donc, on a dit qu'on a commencé en 2018 les enregistrements, mais avant la mise en place de ces outils, merci Joseph, vous pouvez passer à... Oui. Donc, mais avant la mise en place de ces outils, on a beaucoup échangé avec nos producteurs sur comment on va procéder. Et à ce stade-là, on a confronté certaines difficultés, notamment par rapport au coût d'investissement pour la mise en place de la parcelle, aussi à la période non productive. Et pour cela, nos producteurs, ils ont décidé de ne pas prendre en compte dans les calculs cet aspect de coût d'investissement parce qu'ils trouvent qu'il n'est pas assez significatif dans leurs décisions annuelles. Et aussi, une autre difficulté qu'on a trouvée, c'est par rapport à l'hétérogénéité des parcelles des producteurs, avec des densités variées et des âges différents. Et les agriculteurs n'ont pas une connaissance exacte de leur superficie. Et aussi, c'était assez compliqué par rapport au rendement, parce que la vente se fait généralement sur pied. Et donc, c'est-à-dire que les agriculteurs ne font pas la récolte et le prix est fixé à la parcelle sur la base d'une appréciation visuelle par l'acheteur de la production. Et donc, le prix, ce n'est pas fixé par kilogramme. Et aussi, on a un problème avec nos producteurs parce qu'ils ne sont pas très à l'aise avec la langue arabe parce que ce sont des berbères. Et donc, tous ces éléments-là nous ont amené à faire le calcul de la marge brute pour 100 arbres pour pouvoir comparer entre les vergers de nos arboriculteurs. Et donc, maintenant, on passe à comment on fait l'enregistrement et les calculs économiques.
Donc, pour cela, on a établi un questionnaire et on l'a distribué aux agriculteurs intéressés par le remplir. Ce questionnaire consiste à enregistrer d'abord les informations générales sur le verger, puis citer les interventions faites sur la parcelle ainsi que les dépenses correspondantes. Si on prend par exemple la taille, donc le producteur à cette période enregistre la date dont il a effectué la taille, le nombre d'arbres taillés, la main-d'œuvre utilisée pour cette opération, le total des horaires de travail et le coût correspondant. Donc, voici par exemple l'image qui est à gauche de la diapositive. C'est au moment de traitement. Donc, l'agriculteur indique sur cette page de questionnaire les produits phytosanitaires qu'il a achetés, la dose qui est appliquée, le prix d'achat et aussi le problème phytosanitaire qui est traité et la main-d'œuvre utilisée pour le traitement. Et sur le questionnaire, l'agriculteur indique aussi la quantité de pommes récoltées et vendues. Et donc, ça permet au conseiller de reconstituer toutes les dépenses par type de charge et de calculer la marge brute comme elle montre l'image à droite. Généralement, cet exercice est utile et a beaucoup intéressé les agriculteurs et ça signifie lorsqu'on a observé une augmentation progressive des parcelles enregistrées. On note en 2018, c'était 6 parcelles qui ont été enregistrées, en 2019, 13 parcelles et en 2020, on a environ 40 personnes qui ont indiqué vouloir faire leur enregistrement. On a parlé donc de l'enregistrement et les calculs économiques. Maintenant, on va parler de comment on fait pour animer les échanges sur les résultats économiques. Et donc, les restitutions et les échanges sont réalisés par groupe durant des ateliers bilan de campagne annuels avec environ 15 à 20 agriculteurs, ceux qui ont enregistré et d'autres. Et on note qu'en 2019, on a effectué 4 bilans en regroupant les agriculteurs d'un même village en général, et on a adopté le déroulement suivant. On a commencé par une impression générale sur la campagne passée, passé par la suite à une présentation et échange sur les itinéraires techniques, ensuite à une reconstruction des marges brutes et comparaison, et on a terminé par continuer de faire. Donc, on note une grande évolution entre les deux bilans de 2018 et 2019. Notamment en 2019, les agriculteurs sont très attentifs et très actifs dans les échanges et sont intéressés pour échanger sur leurs pratiques et sont plus à l'aise avec les aspects économiques. Ils ont aussi commencé à raisonner leurs pratiques par rapport à des facteurs économiques. Et donc, j'ai cité d'une manière globale le déroulement de l'atelier. Maintenant, on va essayer de détailler un peu plus chaque étape à part. Donc, on a dit qu'on commence l'atelier par un échange autour de ce que les agriculteurs retiennent de la campagne. C'est en comparant, par exemple, avec la norme ou avec les aspects divers relatifs aux ravageurs et maladies. Par exemple, s'il y avait des ravageurs aux maladies que les agriculteurs n'ont toujours pas trouvé de solution, ou un ravageur qui est plus présent cette année par rapport à un autre. On aborde aussi des aspects relatifs au climat. Par exemple, est-ce que les conditions climatiques étaient favorables ou défavorables pour la campagne? On parle de l'appréciation des agriculteurs sur le rendement et les quantités de fruits. Et on aborde d'autres sujets relatifs au marché, commercialisation et les itinéraires techniques et les pratiques. Je précise que l'objectif principal de cette étape, c'est pas seulement d'avoir l'information, mais de mettre les agriculteurs à l'aise et dans une dynamique d'échange. Après cette étape, on passe à la deuxième étape qui consiste à présenter par l'agriculteur lui-même, s'il est à l'aise, et c'est de plus en plus le cas, le détail de son itinéraire technique. Merci Joseph de passer à la slide suivante. Et donc, j'ai dit que cette étape consiste à présenter par l'agriculteur lui-même le détail de son itinéraire technique. Puis, les agriculteurs échangent dessus. Et puis, on passe à un second itinéraire technique et on continue pareil. Par exemple, en 2019, on a présenté 3 ou 4 itinéraires techniques selon les bilans. Et pour la présentation des itinéraires techniques, on utilise des post-it de couleurs différentes par rapport aux pratiques agricoles.
Par exemple, on a utilisé pour la campagne passée la couleur bleue pour les intrants agricoles, la couleur rose pour les traitements, jaune pour les autres pratiques telles que la récolte, le contrôle, l'éclaircissage, et la couleur verte pour noter par exemple le nom du producteur, le nombre et l'âge des arbres. Et cela, ça permet de simplifier la présentation pour les agriculteurs et leur permettre de mieux suivre. Cette étape d'échange sur les pratiques et les itinéraires techniques permet de vérifier certains éléments, tels que les dates, Excuse-moi. Je vais demander à Chrysostome, s'il te plaît, de couper ton micro à chaque fois que tu te connectes, parce que ça perturbe les interventions. Et comme il y a une problème de connexion, ça revient souvent, et à chaque fois que je réadmets, ça rouvre le micro. Merci de bien couper le micro, sinon je n'accepte plus les admissions. Merci. Voilà, je crois que c'est bon. Toutes mes excuses, Asma, et je reprends ta présentation. Suivante. Suivante, oui. Donc, j'ai dit que cette étape de présentation et échange sur les pratiques et les itinéraires techniques permet de vérifier certains éléments tels que les dates, les doses, les opérations et de vérifier est-ce qu'il y a des oublis éventuels. Il permet aussi de discuter également de l'état de la parcelle à la récolte et l'appréciation des agriculteurs concernant la qualité des pommes, par exemple la taille et le goût de fruits. Et permet aussi de comparer par rapport à l'année passée en termes d'itinéraire technique. Est-ce que l'agriculteur, par exemple, a utilisé des produits différents, des pratiques différentes ou des ouvriers différents? Et est-ce que cela a impacté ses résultats? Et donc, ça permet de voir plus directement l'impact des changements des pratiques. Et donc, cette étape de présentation et échange d'itinéraire technique permet aussi aux conseillers également de compléter et donc de valider les données économiques pour la suite de l'analyse. On cite ici quelques citations de ce que les agriculteurs tirent des échanges autour de cette étape. Ça montre que les agriculteurs se questionnent beaucoup sur le rendement parce qu'au sein d'un même groupe et pour 100 arbres, on trouve des rendements très variés et cela revient généralement aux pratiques agricoles. Et donc, les agriculteurs ont commencé à comprendre l'effet bénéfique de certaines pratiques telles que la taille et les apports en fertilisants sur la production et le rendement. Par exemple, les agriculteurs ont devenu conscients que la taille en gobelet recommandée par le technicien arboricole donne un meilleur rendement et en même temps, il est moins coûteux que le type de taille qui est pratiqué d'habitude. Et aussi, s'ils exercent ce type de taille, ils vont aussi diminuer les charges liées aux main-d'œuvre pour le ramassage de bois, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de bois sur sol. Aussi, les agriculteurs ont mentionné qu'avec ces ateliers, ils connaissent mieux les dates de traitement. Et d'autres agriculteurs nous ont indiqué ainsi qu'à travers ces échanges, ils ont développé une certaine capacité de négociation avec les boutiques phytosanitaires qui leur proposent des fois des produits inappropriés qui ne répondent pas à leurs demandes. Et donc, après avoir présenté les itinéraires techniques des agriculteurs, on passe par la suite à reconstruire progressivement les charges pour chaque producteur. D'abord, on affiche seulement les charges des intrants agricoles pour son arbre, puis on passe aux autres charges telles que le transport, puis on passe à la main-d'œuvre ouvrière et familiale, et enfin, on présente les marges. À chaque étape, cela provoque des débats et des échanges. Et dans un second temps seulement, on ajoute les données des autres villages. Cela provoque aussi de nombreux autres échanges parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes pratiques de taille ou de traitement. Le climat et les sols sont aussi différents. Et enfin, ils n'ont pas toujours les mêmes pratiques de récolte et n'ont pas accès au même marché. Et enfin, on parle des prix. C'est assez étonnant parce que jusqu'à maintenant, on n'en a pas vraiment parlé. Alors que dans d'autres types d'échanges, les agriculteurs indiquent souvent que dès le début, le prix n'est pas bon. Globalement, cette étape de reconstruction des marges brutes permet à l'agriculteur de comprendre progressivement les composantes de ses charges et de plus appréhender les aspects économiques.
Par exemple, ils comprennent mieux le rendement et leur prix de vente. Il permet aussi aux agriculteurs de mieux maîtriser les dépenses et de rechercher les choix les plus pertinents. Par exemple, achat au nom d'intrants, acquisition au nom de matériel, le recours ou pas à la main-d'œuvre ouvrière, et aussi de comprendre qu'une même production peut donner des résultats différents. Donc, voici des citations de quelques agriculteurs. Si on prend par exemple la première citation, les agriculteurs disent que ce sont plus les pratiques et l'âge du verger qui influencent les marges et pas tant le prix. Cela montre que les agriculteurs commencent à analyser leurs parcelles et de comprendre la différence parce que, comme on a déjà dit au début, les parcelles des producteurs sont très hétérogènes et l'âge des arbres est très varié d'une parcelle à l'autre. Et donc, une parcelle de 100 arbres, par exemple, âgée de 30 ans, c'est normal qu'il va donner de rendement plus élevé qu'une autre âgée de 10 ans. Et donc, les marges vont aussi être influencées. On prend une autre citation. Les agriculteurs disent que les résultats économiques font beaucoup réfléchir. La vente au marché ou la vente sur pied, c'est un choix stratégique. Il faut bien analyser sa production avant de procéder à la récolte. Cela montre que les producteurs apprennent de l'expérience de leurs voisins parce qu'au début, tant que la plupart des agriculteurs font la vente sur pied, et donc ils disent que si on est capable de faire la récolte et d'accéder au marché, on va sûrement gagner plus. Mais lorsqu'ils ont vu les différentes charges liées à la fois à la récolte, le transport, le stockage, l'entreposage, ça leur a permis de beaucoup réfléchir. Et on clôture l'atelier par un tour de table afin que chaque agriculteur s'exprime de qu'est-ce qu'il va changer ou continuer de faire. Et cela leur donne l'occasion de récapituler et parfois d'engager de nouveaux échanges. Voici quelques exemples de ce que les agriculteurs souhaitent changer pour la campagne de 2020. Certains agriculteurs souhaitent pratiquer l'éclaircissage, d'autres souhaitent ajuster les dates, les doses et les traitements avant récolte, et d'autres veulent tester des traitements préventifs. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Asma, pour cette présentation très claire. On va prendre les questions qui pourrait y avoir, mais en premier lieu, je reporte une question qui est posée par le Burkina. Peut-être qu'elle s'adresse au Maroc, mais j'imagine également à Madagascar. Qu'est-ce qui est envisagé pour les producteurs qui seraient illettrés? Comment on peut accompagner cette question du Conseil économique? Alors, je ne sais pas, Asma, si c'est ton cas ou si on passe la question à Madagascar. Asma, si tu souhaites réagir. J'essaie de revoir la question. La question est est-ce qu'il vous arrive d'accompagner les producteurs illettrés dans cette analyse économique? Et si oui, comment vous faites? Non, je pense que la question est… Et pour Madagascar. Oui. Est-ce que Irtine, tu souhaites répondre? Oui, merci pour ces questions-là. Ici, chez nous, c'est pour ça qu'on utilise ce monopole agricole. En fait, il n'a pas les producteurs n'ont pas d'enregistrement comme le journal, mais les conseillers ont fait un peu comme, comment dire ça, collectent tous les données. C'est une sorte d'enquête avant la réalisation des jeux. Donc, ces jeux-là, on peut destiner ces jeux-là pour les producteurs illettrés aussi. Par contre, pour le premier outil sur l'enregistrement technico-économique pour le calcul de masse brute, ici, chez nous, surtout dans notre région, on regroupe les paysans les paysans de même filière dans comme il y a dit ici, c'est interproducteur. Et c'est au niveau de ça qu'on met en place, avec la décision des producteurs, des paysans relais. Et ce sont ces paysans relais-là qui aident les autres producteurs, surtout les illettrés, sur l'enregistrement technico-économique. Ces interproducteurs-là, c'est au niveau des villages. Donc,
tous les producteurs qu'on peut voir tous les jours. Et ces protéger relais peut aider ces producteurs illettrés sur l'enregistrement technico-économique. Merci beaucoup, Irtine. Donc, il y a plusieurs questions qui s'affichent. Je ne sais pas, Asma, si tu les vois en direct, sinon je vais les redire. Une question sur quel est l'objectif de retracer l'itinéraire technique avec les producteurs? Pourquoi vous commencez par l'itinéraire technique, puis après arriver sur les analyses économiques, si tu souhaites y répondre. Et une autre question qui t'est adressée également, est-ce que tu penses que ce genre de travail-analyse serait aussi possible au niveau des exploitations apicoles, donc sur la production de miel? Donc, pour la première question, en retraçant les itinéraires techniques des agriculteurs, ça permet aux autres participants de voir ce que leurs voisins ont pratiqué. Et donc, ça leur permet de mieux comprendre ce qu'ils doivent faire sur la parcelle et d'échanger sur les pratiques. Et permet également de vérifier les dates, les doses et les opérations et est-ce qu'il y a des oublis, comme j'ai déjà dit. Et aussi, ça permet aux conseillers de compléter et valider les données économiques. Et donc, moi, je trouve que cette étape elle est très importante et ça intéresse beaucoup les agriculteurs parce qu'il y a plusieurs… les pratiques des agriculteurs diffèrent de l'un à l'autre. Et donc, c'est un meilleur moment d'échange entre eux et on voit déjà les résultats lorsqu'on termine l'atelier. Plusieurs agriculteurs ils disent que moi, d'avant, je ne pratiquais pas, par exemple, l'éclaircissage. Et quand j'ai vu mon voisin, il a une meilleure production, il a pratiqué ça. Donc, moi aussi, je vais faire pour la prochaine campagne. Et aussi, ça, par exemple, les doses et les dates, certains agriculteurs n'ont pas une meilleure connaissance des doses et les dates de traitement. Donc, c'est une étape très importante. Ok. Oui, pardon, pour la deuxième question, et puis on va faire des réponses assez courtes pour garder le temps d'échange sur la troisième partie. Merci d'avance. Sur les exploitations apicoles, est-ce qu'il est possible d'adopter le même principe a priori pour toi? Oui, je pense que ça sera aussi intéressant de pratiquer cet exercice pour les exploitations apicoles. D'accord. Merci beaucoup, Asma. Une question pour Irtine à vous. Madagascar. Est-ce que les producteurs arrivent à maîtriser facilement le jeu pédagogique Monopoly? Oui, merci pour la question. En fait, le jeu Monopoly, c'est pas les producteurs qui le maîtrisent, mais c'est les conseillers agricoles qui font l'animation. Mais tous les membres de la famille du producteur peuvent participer à ces jeux. Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme un jeu de rôle. Donc, par exemple, les aînés, les enfants peuvent prendre le rôle des caissiers et tout ça. Donc, c'est juste comme des jeux de rôle, mais c'est les conseillers qui doivent être maîtrisés, cet outil-là. Mais quand même, les producteurs doivent savoir les sorties d'argent au niveau de son famille ou au niveau de son exploitation. Donc, ce sont les conseillers qui doivent maîtriser l'outil, mais pas les producteurs. Merci, Irtine. Donc ça, c'est un point qui avait été rappelé par Michel, hein, l'importance que les conseillers qui accompagnent ce travail-là, puis on le voit aussi au travers de la présentation de Asma, doivent vraiment être bien formés à ces questions économiques, hein, parce que ça demande des compétences d'enregistrement, d'analyse. Et le support Monopoly est un moyen justement qui facilite la compréhension par les agriculteurs de ces aspects économiques. Ce qui nous permet de faire le lien avec la dernière partie avec Jean-François. Si tu veux bien, Jean-François, on avait souhaité finir cette intervention par un point de vue d'un agriculteur et d'un élu agricole. Donc, peut-être la première question que j'aimerais poser, c'est au travers des différents témoignages, qu'est-ce que tu en retires et par rapport notamment à ton vécu sur ton exploitation et dans le conseil économique, qu'est-ce que ça t'inspire? Écoute,
d'abord, je voudrais remercier Asma, Ertine et Michel, parce que la première chose que j'en retire, c'est que finalement, on a les mêmes préoccupations. Et que finalement, quand tu conduis une voiture, tu as besoin aussi d'avoir un certain nombre de cadrans devant toi pour la vitesse, pour la pression d'huile, peut-être pour le niveau d'essence, etc. Et ben, quand on est paysan, on a besoin d'outils. Et il me semble qu'il y a 3 outils qui sont aussi indispensables pour nous. C'est la marge brute, la gestion de la trésorerie et le temps de travail. Donc, je peux aller un peu plus loin pour te dire ce que j'en pense. La marge brute, pour moi, c'est vraiment l'outil de travail en groupe par excellence. Vraiment. C'est un outil qui nous permet de nous interroger entre producteurs, à la fois sur les aspects techniques et sur les aspects économiques. Et puis, bon, rappelons que la marge brute, enfin Michel l'a dit, c'était une différence entre des produits et des charges opérationnelles. Et donc, sur les produits, ça va nous permettre de nous interroger à la fois sur les quantités qu'on récolte, par exemple, si on récolte des pommes ou si on récolte des céréales ou si on récolte des pommes de terre, mais aussi sur les quantités qu'on vend, sur les qualités, sur les stockages aussi, parce qu'au cours du stockage, comment stocker, comment bien stocker, et quelles sont les pertes qu'on a, comment réduire les pertes. Et puis ensuite, sur la façon dont on va vendre, les dates de vente, les prix auxquels on vend. On va peut-être avoir des prix on va vendre le même jour, mais peut-être avec des prix différents. C'est l'occasion de s'interroger. Puis on s'interroge aussi sur les consommations intermédiaires, enfin, sur les quantités, les qualités des produits qu'on va acheter, sur les semences, enfin, sur à quelle date on va les acheter, comment on va les payer, à quelle date on va les payer. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à acheter ensemble plutôt que d'acheter séparément? Est-ce qu'on n'achèterait pas mieux? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, par exemple, à faire un groupement, peut-être une coopérative? Puis derrière ça, se dire, après tout, si on vendait ensemble, ce serait peut-être mieux. On peut s'interroger, enfin, encore une fois, et revenir sur le stockage. Et je trouve que c'est intéressant parce que ce sont des outils où ça ne sert à rien de bâtir des outils très complexes. À mon avis, ce qui est important aussi au départ, c'est d'avoir des groupes qui soient homogènes. Homogènes dans le sens où on a des agriculteurs qui ont envie de travailler ensemble. C'est ça qui est important et qui se font confiance parce qu'à un moment donné, il va falloir échanger des données. Mais on peut se faire confiance de façon limitée aussi parce qu'on peut se mettre d'accord sur un canevas. Finalement, quelles sont les données qu'on va chercher à obtenir? Et puis, une fois qu'on les a, eh ben, le technicien avec lequel on travaille les collecte et puis il va pouvoir les restituer de façon anonyme. Alors, les premiers temps, sera assez anonyme, chacun se retrouvera, mais les autres ne sauront pas exactement qui est qui. Et puis, au fil du temps, quand le groupe se connaît mieux, eh ben, ils sont capables de mettre dans chaque colonne un nom et de s'interroger. C'est intéressant parce que ça peut nous permettre de progresser ensemble au fil du temps. Moi, j'ai vécu ça pendant longtemps à travers un centre d'études techniques agricoles où on a travaillé de cette façon-là et ça a été très, très intéressant. Et puis, après, on a voulu aller aussi un peu plus loin. Et c'est là où on a abordé les problèmes, les notions de gestion de trésorerie. Là aussi, je crois qu'il y a une réflexion commune pour bâtir un canevas commun, éventuellement. C'est-à-dire que la gestion de trésorerie, on peut la bâtir de façon assez simple, si on veut. Moi, je me sers aujourd'hui encore sur mon exploitation et beaucoup de la notion de gestion de trésorerie. Je tiens ça sur 3 feuilles. J'ai une feuille où finalement, j'indique quels sont tous mes produits qui vont rentrer. Alors, mois par mois, j'essaie de le déterminer. J'ai une feuille avec toutes mes charges. D'un côté, les charges opérationnelles, et puis de l'autre côté, en dessous, les charges de structure. Et j'essaye de voir, mois par mois, quelles vont être les différentes charges que je vais avoir. Puis j'ai une 3e feuille sur laquelle je vais avoir la différence entre les produits et les charges. Ça me donne une colonne, une ligne donnée. Et puis en dessous, il y a 2 éléments qui sont importants. C'est d'abord, à partir de ce résultat-là, de quoi je vais avoir besoin pour vivre avec ma famille. Donc, je l'indique, je vais faire des prélèvements. Et puis, je vais vouloir aussi, à un moment donné, peut-être investir dans une production, renouveler un matériel, etc. Et donc, va se poser aussi la question du financement. Voilà, ça, c'est au niveau de la gestion de trésorerie.
Alors, il y a un canevas, on peut réfléchir ensemble. Et puis après, je crois que c'est une réflexion plus personnelle qu'on peut avoir avec son technicien. Et le technicien va peut-être se rendre compte que finalement, dans cette gestion de trésorerie, il y a des points communs qui ressortent et qui seraient peut-être intéressants à analyser ensemble. Et donc là aussi, ça va dépendre du groupe, de se dire, tiens, je vais plus loin dans cette réflexion. Et puis sur la notion de travail, le temps de travail, moi, je trouve que là encore, il doit y avoir au départ une réflexion individuelle. Chacun doit s'interroger sur la façon, finalement, dont il s'organise pour travailler, parce que c'est ça le temps de travail, c'est comment est-ce que je m'organise pour travailler. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'organisent mieux que moi? Comment je peux faire? Combien ça me coûte? Combien ça peut me rapporter? Voilà les éléments que je retiens. Et puis, mais derrière tout ça, ces trois outils, faut vraiment, faut pas chercher à faire une usine à gaz. Il faut partir de choses très simples, c'est-à-dire des besoins des paysans, des questions qu'ils se posent, et en sachant qu'il faut que ça se construise dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas aboutir dès le départ. La première année, on peut faire des outils très complexes, ce que je vais appeler une usine à gaz, mais on n'en sortira rien. Il vaut mieux partir de notions simples, et puis au fil du temps, eh ben, le groupe, les paysans d'eux-mêmes vont vouloir aller un peu plus loin et progresser. Et c'est ça qui est passionnant dans la démarche, parce que bon, c'est aussi une façon de se projeter dans l'avenir et d'améliorer son revenu. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, j'invite tous les participants, si vous voulez poser des questions en direct à Jean-François, n'hésitez pas, ou vous pouvez toujours les poser par écrit. En attendant que les questions arrivent, moi, j'aurais peut-être une question à te poser. C'est, tu as la chance, en tant que président de FERT, de découvrir d'autres situations dans d'autres pays que celle de France, où tu as ton exploitation. Est-ce que tu vois on a une grande diversité d'exploitations quand on va à Madagascar, quand on va en Côte d'Ivoire, quand on va au Burkina, au Kenya, etc., les pays où on intervient. Est-ce que tu vois des points de prudence ou des choses importantes à prendre en compte pour les conseillers pour aborder ces questions économiques? Alors, on a bien noté construire simple et partir des besoins des producteurs et construire dans le temps. Ça, c'est clair, c'est un message clé. Est-ce que tu vois d'autres éléments? La distinction que je fais, c'est vraiment la marge brute pour moi. Si tu veux, elle fait suite à la visite de terrain. C'est-à-dire, tu sais, toujours mon histoire, le paysan qui est tout seul dans son champ, ça ne vaut pas grand-chose un paysan tout seul dans son champ, mais un paysan tout seul dans son champ qui fait venir 3-4 paysans, eh ben, c'est la base d'un échange, d'un dialogue, etc., qui peut permettre à un paysan, quel que soit le pays dans lequel il est, en France, comme au Burkina, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, etc., ça peut permettre à un paysan de progresser et peut-être d'arriver à nourrir sa famille régulièrement tout au long de l'année. Et puis, s'ils sont plus 5, 6, mais 50, avec un technicien, eh ben, ils peuvent encore progresser. Et non seulement ils vont peut-être pouvoir arriver à nourrir régulièrement leur famille tout au long de l'année, mais ils vont peut-être aussi pouvoir contribuer à l'alimentation de leur pays, ce que je pense. Et puis, derrière ça, eh ben, les questions qui vont se poser, c'est les questions de la marge brute. C'est finalement comment je fais, tiens, il y en a qui produisent plus que moi, etc. Comment ils ont fait, etc. Et puis il y en a qui vendent mieux, mais comment ça se fait, etc. Comment est-ce que je peux m'organiser? Voilà. Et les questions qu'on se pose, à un moment donné, avec le technicien, il va falloir essayer de les poser, de se dire, tiens, bah oui, mais les questions que toi tu poses, un tel se les pose, etc. Bon. Et puis les questions, c'est transfert aussi. C'est finalement quand on se retrouve, et puis qu'entre techniciens ou paysans de différents pays, on se pose des questions, c'est aussi une façon de progresser. Voilà. Je pense c'est quelque chose qu'on va retrouver partout, ça. Moi, je vois que oui, c'est la façon qu'on a de progresser. Je pense que ce qui compte, c'est le terrain, c'est le travail qu'on peut faire sur le terrain. Alors, en même temps, la situation qu'on vit aujourd'hui, à travers le confinement, à travers le développement du coronavirus, etc., va sans doute aussi nous amener à nous interroger sur la façon dont on va essayer de travailler ensemble dans les années qui viennent, quoi. Mais en même temps, je note que le confinement qu'on vit aujourd'hui nous permet aussi de développer des webinaires. Je ne suis pas sûr que s'il n'y avait pas eu le coronavirus, on soit chacun devant un ordinateur aujourd'hui en train de se parler.
Je trouve ça intéressant. Ok, merci Jean-François. Alors, il y a plusieurs questions qui te sont adressées, je pense. Alors, je ne sais pas si tu arrives à les lire, mais je l'ai dit. Comment le groupe ou les producteurs arrivent-ils à apprécier la valeur ajoutée d'un service commun, puisque tu parlais d'échanges qui fait progresser ensemble, etc. Et est-ce que finalement, la marge brute contribue à voir la valeur de ce service? Et la deuxième question, est-ce que vous arrivez à intégrer l'amortissement, les impôts, les taxes dans l'analyse économique de votre exploitation? C'est peut-être plus sur un contexte français. Oui. Mais après, bien sûr que la marge brute, bon, c'est jamais qu'un moyen. Mais après, je veux dire, ça ne retire rien au travail du paysan et à la façon dont il va s'emparer, dont chacun de nous va s'emparer en disant, finalement, c'est toujours le même principe. Je suis dans mon champ, à côté, je vois un type qui travaille mieux que moi. C'est-à-dire qu'il a des champs qui sont plus beaux, ou il a des animaux qui sont plus beaux, ou il en sort davantage. Il a l'air d'être mieux organisé. Et finalement, la question, c'est comment il fait. Eh bien, la marge brute est un des éléments, avec la gestion de trésorerie, avec la gestion du temps de travail, qui peuvent me permettre d'améliorer. Et je trouve ça, et le partager avec d'autres, en tout cas, je pourrais raisonner de façon inverse. Le fait de ne pas le faire ou de ne pas s'engager dans cette voie-là, je ne pense pas qu'on puisse améliorer les choses. En restant dans son coin, en restant isolé, je ne pense pas que les choses puissent s'améliorer. Après, pour la question concernant effectivement intégrer l'amortissement, les impôts, les taxes, oui, j'intègre tout ça moi dans mon budget de trésorerie, mais un budget de trésorerie, on peut le faire de façon très simple, hein, c'est 3 feuilles, un chiffre pour les produits, un autre pour les charges, et puis après, finalement, dans l'année, je consomme quoi, et puis voilà, qu'est-ce que je veux investir. Et après, on peut se dire, tiens, mais finalement, au cours du trimestre, et donc si on parle de trimestre, on va introduire 4 colonnes, et puis peut-être ce sera le semestre, 2 colonnes simplement. Mais en fonction des besoins qu'on a, on va essayer de raisonner les choses. Alors, il y a différents outils. La gestion de trésorerie, il y a aussi le Monopoly qui peut nous permettre de répondre à ça. Et je trouve ça intéressant d'abord d'essayer de raisonner avec d'autres paysans et avec l'aide de techniciens sur ce qu'on peut monter. Enfin, finalement, qu'est-ce que chacun est capable d'écrire dans un budget de trésorerie, jusqu'où on peut aller. Et puis après, je pense que ça passe par une analyse individuelle ou familiale avec le technicien. C'est le rôle du Monopoly. Et on va se rendre compte, enfin, nous, moi, dans mon budget de trésorerie, par exemple, en France, je me suis rendu compte que dans les charges, en dehors de la marge brute, il y avait deux charges qui étaient importantes, sur lesquelles j'avais peut-être intérêt à travailler avec d'autres. C'était les charges de mécanisation et c'était aussi sur la main-d'œuvre. Donc, c'est ce qui nous a amené à travailler sur les temps de travail, à voir comment, derrière, on peut optimiser du matériel. Alors, quand on n'a pas de matériel, bon. Mais le matériel, après, ça a été de se dire, mais après tout, si j'ai un tracteur ou si j'ai un outil spécifique, est-ce que finalement, il va être utilisé à plein temps chez moi ou est-ce que j'aurai intérêt à le partager avec d'autres? Donc, par exemple, moi, sur mon exploitation, ça m'amène à travailler en commun avec un autre agriculteur, ce qui me permet de diviser nos charges. Ok, merci beaucoup Jean-François. Il y a une question qui va être adressée directement à l'oral par Sylvia à Madagascar. Sylvia, on t'écoute pour ta question, puis ensuite on demandera à Madagascar de répondre à la question de Agathe qui est à l'écrit. On t'écoute Sylvia. Merci Joseph. Tout d'abord, merci à Président et à Maë pour les présentations. Une petite question pour le Président. Pour arriver à un outil simple, combien de fois vous avez changé d'outil pour arriver à un outil simple? Parce que chez nous, on veut avoir plusieurs informations et parfois on change d'outil. Et Joseph, est-ce que je peux revenir un peu par rapport à la première présentation? J'ai encore 2 petites questions. Alors, rapidement, oui, on t'écoute. Oui. Par rapport aux échanges
au bilan campagne au Maroc, comme il s'agit bien de pommes, une culture pérenne, est-ce que les producteurs, autour des échanges, ils ont la même âge de plantation? Parce que ça n'a pas été évoqué. Merci. Jean-François, si tu es d'accord, on donne la parole aux dames d'abord. Donc, Asma, si tu Bien sûr, veux répondre. bien sûr. Et puis, on te laisse répondre après pour l'histoire des outils et les différentes versions. Asma, on t'écoute. Donc, j'ai déjà expliqué dans la présentation que Alors, un petit peu plus fort, s'il te plaît, parce qu'on ne t'entend pas très bien. J'ai dit que j'ai déjà expliqué que les parcelles de nos producteurs sont très hétérogènes et donc et les âges des arbres est très varié d'une parcelle à l'autre. Et donc, les agriculteurs comprennent cette différence et comprennent cet aspect-là, parce que l'âge des arbres a aussi une influence sur le rendement. Donc, j'ai déjà donné un exemple. Et donc, pour répondre à Sylvia, les âges des arbres ne sont pas les mêmes. C'est différent d'une parcelle à l'autre. Et quand j'ai expliqué qu'on n'a pas pris dans le calcul l'aspect de coût d'investissement vu que c'est une culture pérenne. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Ok, merci. Jean-François. Pour répondre à la question, je dirais à Sylvia que non, je ne change pas d'outil. J'ai les mêmes outils depuis 40 ans. Mais par contre, ces outils, ils vont évoluer en fonction des questions que je vais me poser. Mais ce sont les mêmes outils, c'est-à-dire que l'outil marge brute ou l'outil gestion de trésorerie ou l'outil temps de travail, j'ai ces trois mêmes outils, ils me sont indispensables. Simplement, à certains moments, je vais m'interroger davantage sur les ventes, la façon de vendre ou de mieux vendre, ou la façon de mieux acheter, etc. Enfin, les questions ce sont les questions qui changent. Et les questions vont dépendre du groupe dans lequel je suis. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une réflexion collective. Enfin, on va partager ensemble des préoccupations. Ces préoccupations, on va les partager avec les techniciens. C'est vrai qu'ensuite, c'est le travail qu'on fait aussi dans Transfert. Hein. Quand on se retrouve ensemble, entre techniciens, entre paysans, on va partager comme ça des préoccupations, mais on s'aperçoit que des préoccupations techniques, des préoccupations d'organisation, des préoccupations de revenus, mais l'objectif de toute façon, derrière tout ça, c'est de faire en sorte que ma voiture ou mon exploitation, elle arrive à bon port. Et le bon port, c'est de faire en sorte que mon exploitation, mon travail me permette de dégager un revenu et de nourrir ma famille. Ça, c'est basique. C'est ça l'objectif. Ok, merci beaucoup Jean-François. Il nous reste 2-3 petites minutes pour faire la synthèse. Avant, il y avait peut-être une dernière question de la part de Agathe Burkina. Concrètement, quelle appréciation est faite par les producteurs qui ont expérimenté et appliqué le jeu Monopoly? Donc, je crois que Ertine a présenté dans ses diapos 2 situations avant et après l'intervention du conseiller en accompagnement du Monopoly. Et donc, on en tire des choses très concrètes de progression des agriculteurs. Seulement, ça nécessite un travail au préalable de recueil d'informations, comme il a dit tout à l'heure. Voilà, je vais tenter une synthèse pour qu'on garde à peu près le timing de ce qu'on s'était dit. Donc, on voit que ce sujet du conseil économique, c'est un sujet complexe, mais qu'on a une vraie volonté, en tout cas, de progresser sur cette question parce qu'elle nous paraît importante pour aider les agriculteurs à progresser dans leurs revenus. Michel a rappelé quelques fondamentaux. Hein. Le premier, qui est un élément important, c'est que l'exploitation agricole, qui est souvent familiale dans les pays dans lesquels on travaille, même au-delà de Transfert, puisqu'on avait le Maroc, on a la Géorgie, etc., ne sont pas que des unités économiques. Elles sont aussi des unités familiales, avec de la main-d'œuvre familiale, etc. On a fait le choix, dans la plupart des pays, de travailler autour de 3 outils, la marge brute, la trésorerie et le temps de travail. Et on a eu pas mal de questions autour de la main-d'œuvre
faut-il, oui ou non, compter la main-d'œuvre dans la marge brute? Donc, on a fait une proposition de choix, mais dans tous les cas, on peut tout à fait reprendre en compte cette main-d'œuvre, même après calcul de marge brute. Voilà, on a également dit que pour manipuler ces outils-là et pour être dans vraiment un travail de conseil auprès du producteur, il fallait que les conseillers soient correctement formés et qu'ils puissent aussi former les producteurs. Et plus ils progressent ensemble, plus ça va donner des effets positifs sur l'exploitation. On a également souligné les limites qu'on peut avoir sur les différents outils. À la fois, ça a été rappelé par Michel et aussi par l'expérience Madagascar. Donc, on a ensuite vu 2 exemples concrets. Pour Madagascar, tout d'abord, un témoignage assez pratique sur la manière dont ils travaillaient autour des marges brutes, qui permet notamment de travailler à l'échelle du producteur en l'aidant à calculer sa marge, mais aussi de travailler à l'échelle du groupe, notamment en proposant à ceux qui enregistraient de restituer à l'ensemble du groupe, et ce qui permettait à tout le monde de bénéficier un peu de la réflexion et de l'analyse de ceux qui enregistraient. Ça rejoint un petit peu la question qui était posée sur le public illettré. On peut, dans ce cadre, permettre à ceux qui ne savent pas lire et écrire d'entendre toute l'analyse qui va être partagée par ceux qui ont pu enregistrer. On a vu également que sur la trésorerie, il y avait un outil pédagogique qui était utilisé à Madagascar qui s'appelle le Monopoly agricole et qui permet de travailler, en fait, d'aborder ces questions un peu complexes de trésorerie de manière très ludique, sous forme de jeu, avec des mini sacs de riz, des mini billets de banque, etc. Et on a constaté que ça permettait aux producteurs de progresser et de mieux comprendre. Ensuite, on a eu la présentation par le Maroc de manière très claire, très concrète des étapes de travail autour du bilan technique, de l'analyse économique autour des marges brutes et le lien assez fort qu'ils font entre justement ce conseil technique et ce conseil économique. Donc ça, c'est très positif et je pense qu'il y avait pas mal de questions autour de ça. Et enfin, Jean-François a pu en tout cas partager son expérience en disant que sur des contextes d'intervention très différents, finalement, on avait à peu près les mêmes préoccupations, que les 3 outils qui étaient retenus sont également des outils pertinents dans le contexte de la France et dans les différents pays où on intervient, la marge brute, la trésorerie et le temps de travail. Et Jean-François a partagé sa propre expérience de 3 feuilles de travail qu'il a depuis 40 ans et qui fait juste progresser dans les échanges avec les producteurs. Il y a également cette image de la voiture et du cadran de voiture qui permet de voir où on va, et c'est des indicateurs qui permettent aux agriculteurs, en tout cas, de travailler et de voir un peu mieux où ils vont. Et ça, notamment sur la production, mais aussi sur les ventes, sur les maîtrises des charges. Et donc, il y avait un intérêt, en tout cas une prudence, à ne pas bâtir des outils trop complexes. Il faut d'abord partir des problématiques très simples des producteurs, mais par contre, faire ça dans le temps. C'est-à-dire, lorsqu'on engage ces chantiers-là, de prendre le temps et une progressivité pour que l'agriculteur soit bien à l'aise dans ses calculs, mais aussi pour travailler dans la confiance. Il y a un philosophe qui dit que le conseil commence d'abord par la confiance, c'est-à-dire que plus les agriculteurs pourront travailler entre eux et se partager les résultats, plus ils auront confiance et plus ils pourront se partager les bonnes expériences d'utilisation de produits ou de techniques de production, d'innovation, etc. Voilà. Et qu'on voyait que ça se joue à 2 niveaux, vraiment entre le producteur et son conseiller, mais aussi, bien entendu, entre le producteur et les autres producteurs dans le cadre de groupes de travail, d'OP. Et Jean-François a bien rappelé que le collectif était très important pour progresser ensemble dans les pratiques. Voilà, j'espère avoir fait un résumé à peu près correct. Peut-être un dernier point que je vous proposerai de répondre, c'est quel message clé vous avez retenu de cette intervention. Vous pouvez le partager sous forme de chat comme vous aviez fait pour la semaine dernière. Ça nous intéresse toujours de savoir ce que vous retenez, comme s'il y a un seul message que vous retenez de ce webinaire, lequel serait-il? Voilà, donc n'hésitez pas à mettre ça par écrit en chat.
Et enfin, on continue donc ces webinaires sous forme hebdomadaire le temps du confinement qui s'applique à pas mal de pays. Peut-être après, on aura un système différent. En tout cas, je rappelle que le 7 mai, donc jeudi prochain, on aura un webinaire sur les nouvelles technologies et le conseil agricole, donc l'utilisation tablettes, radio, etc. Le 15 mai, on aura un webinaire sur la commercialisation. C'était un sujet que vous aviez demandé la dernière fois. Et enfin, on aura sur le rôle des femmes dans les OP et la date est à confirmer. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à remettre par écrit ce que vous avez retenu en principal. Et je souhaiterais remercier vraiment sincèrement Jean-François pour ta disponibilité et tes témoignages, Ertine, Asma et Michel pour vos interventions. Merci beaucoup. Et puisque pour certains, c'est un week-end prolongé, je vous souhaite un très bon week-end prolongé. Je vais quand même lire les petits témoignages qui s'affichent là. Donc, ce qui est retenu par les différents participants, c'est qu'il faut utiliser des outils simples. Et on retient aussi marge brute est égale à un semi-résultat, donc autrement dit un résultat partiel qui peut être complété par d'autres analyses, d'autres outils après. Voilà. Les 3 outils importants pour le producteur sont la marge brute, la trésorerie et le temps de travail. Le message est passé, merci beaucoup. Et encore une fois, des outils simples. Aide à la décision est égale à des comparaisons relatives et pas forcément des chiffres exacts. D'accord, pas l'exactitude indispensable. On peut tout à fait travailler à partir de comparaisons autour de résultats qui sont obtenus par les producteurs. Oui, des échanges et des groupes de progrès collectif, donc l'importance d'avoir un échange de groupe pour progresser. La marge brute est un moyen capital pour un producteur pour prendre certaines décisions. Voilà, donc ça, je pense que tout le monde partage en tout cas cette importance des 3 outils. Et Jean-François qui nous souhaite bonne continuation à tous et portez-vous bien. Eh bien, si tu veux le dire à l'oral, Jean-François, on te laisse le mot de la fin. Non, il n'y a pas de mot de la fin, mais c'est vrai, bonne continuation à tous dans ces périodes-là. Portez-vous bien, que vos familles aussi se portent bien. Pour les agriculteurs, que l'activité puisse se développer en toute sécurité. Et puis pour les techniciens, bravo en tout cas pour le travail que vous faites et la façon dont vous nous accompagnez, parce qu'on a vraiment besoin de vous, tout le temps, tous les jours. Et merci en tout cas aux uns et aux autres. Voilà. Et puis de nombreux échanges comme ça, sous cette forme-là, je trouve ça aussi assez sympathique. C'est vrai que ce ne sera pas forcément facile de se déplacer dans les mois qui viennent. Et donc, pouvoir aussi échanger comme ça, eh bien, c'est très intéressant et ça nous rapproche les uns des autres. À très bientôt. À bientôt à tous.